oh, statistiquement, c'est ainsi, l'afro est inférieur génétiquement. La grandeur, la force d'un pays se résume à une chose. Moi, ma mission, c'est de permettre à un maximum d'afro d'avoir accès à ce statut de dominant, de noble. Qu'est-ce qui a permis à cette civilisation afro d'être non seulement le berceau de l'humanité, mais surtout le berceau et la sève de la science, de la philosophie, c'est-à-dire du savoir. Pourquoi nous autres afro sommes-nous les derniers? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Afro Noblesse. J'espère que vous vous portez aussi bien que Mobutu Sese Seko avait su porter la fierté congolaise. Alors, bienvenue donc sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro de faire honneur à nos nobles ancêtres et non plus honte. En d'autres termes, de permettre à un maximum d'afro de briser le complexe d'infériorité, de piétiner la culture de l'excuse, de s'élever en ne regardant que l'excellence. Alors, je repose ma question. Pourquoi, aujourd'hui, 21e siècle, nous autres afro, sommes-nous à l'échelle du monde les derniers? Inutile de nous voiler la face. Quand on regarde les différents pays, quand on regarde l'état des routes, l'état des hôpitaux, l'état des écoles, l'organisation des institutions, et j'en passe, l'importance des musées, la place du cinéma, le constat s'impose de lui-même. Donc la question est de savoir pourquoi. Alors pour les uns, dont font partie un certain nombre d'afro, la raison se trouverait dans le racisme. Le racisme serait à l'origine de tous nos maux aujourd'hui au XXIe siècle. Bon, allons même jusqu'à affirmer que c'est à cause du racisme que des jeunes des cités jettent des pierres sur la police, plutôt que d'aller à la bibliothèque, là où les Asiatiques, les Juifs, les autres minorités investissent massivement ces bibliothèques. Bon, très bien. Pour d'autres, cette fois-ci, issus des autres communautés, la réponse se trouverait davantage dans une explication d'ordre biologique. Ça coulerait dans nos veines, d'une manière ou d'une autre. Si d'ailleurs nous avons été aussi longtemps colonisés, esclavagisés, c'est que quelque part, soit ça coule dans nos veines, soit il y a une volonté supérieure, on appelait ça la malédiction de Cham. Bon, très bien. Et à l'appui de cette croyance, je l'ai évoqué la dernière fois, la science, du moins la nouvelle science, entre guillemets, des races, est venue planter justement cette idée de, via la courbe de Gauss et le livre The Bell Curve, cette idée que statistiquement, c'est ainsi, l'afro est inférieur génétiquement. Et pour couronner le tout, on met sur la table cette question du QI, avec cette carte où on observe que le QI moyen des Asiatiques est de 120, celui des Occidentaux est de 100 et celui des Africains de 80. Bon, donc ça serait l'explication biologique. Très bien. Alors la question, moi, que je me pose, c'est, nous sommes les derniers, mais l'a-t-on toujours été? L'a-t-on toujours été? Si c'est biologique, ça signifierait que, finalement, quel que soit le temps et l'espace, cette vérité, c'est une loi des reins, elle n'a pas bougé. Or, bien avant la propagande d'un Arthur de Gobineau, d'un Ernesto Broca et tous les autres racialistes du 19e siècle, bien avant, il y a eu l'existence de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique. Et on a appris, cette fois-ci beaucoup plus proche de nous, en 1900, notamment d'abord en 56, mais c'était validé en 71 au colloque du Caire, on a appris par l'intermédiaire du noble, très noble Cheikh Anta Diop, que l'Égypte pharaonique, que tout le monde admire, à commencer par Napoléon, 4000 ans nous contemple quand il a débarqué sur place, ébahi devant la majesté des pyramides. Une vue aérienne permet d'apprécier à sa juste valeur la prouesse technique réalisée. Qui sont les gens qui les ont bâtis? Que savons-nous d'eux, de leur technique? Là, on apprend que ces constructions surhumaines, si je puis dire, étaient l'œuvre, non pas d'occidentaux, non pas d'orientaux, non pas d'asiatiques, mais bien d'afro, rebaptisés du nom de noirs. Bon, alors là, on se dit, mais comment est-ce possible?
Aujourd'hui, certains même veulent jeter cette thèse, cette vérité, et l'enfermer dans l'idée de c'est qu'une croyance, c'est idéologique, alors que non, c'est un fait acté maintenant, qu'on le veuille ou non, hein. C'est aussi évident que Dieu existe. Alors, maintenant que c'est acté, la question que l'on peut donc se poser légitimement, c'est qu'est-ce qui a permis à cette civilisation afro d'être non seulement le berceau de l'humanité, mais surtout le berceau et la sève de la science, de la philosophie, c'est-à-dire du savoir. Qu'est-ce qui lui a permis d'incarner le génie humain, universel? Qu'est-ce qui lui a permis? La couleur de peau? Ne tombons pas dans cette absurdité. Non. La réponse se trouve dans une fonction, dans un métier, mais qui n'est pas n'importe quel métier. C'est le métier qui permet à l'individu de s'élever au-dessus des autres. Lequel? Celui de scribe. Le scribe. Pour le dire autrement, c'est l'écriture, et pas la découverte simplement. L'écriture, non, la culture de l'écrit, c'est-à-dire l'écriture au quotidien, qui a permis à l'Égypte antique de s'élever au-dessus des autres, de devenir le phare de l'humanité. Les progrès en mathématiques et en écriture ont particulièrement contribué au succès de cette civilisation. L'écriture hiératique était écrite sur une autre invention égyptienne, le papyrus. Il offrait aux Égyptiens un nouveau canal de communication et d'archivage qui leur a permis de développer leur administration et de diffuser leur culture pendant des milliers d'années. Pour la simple et bonne raison que qui écrit au quotidien prend possession de l'espace, étant donné que écrire, c'est raisonner, argumenter avec précision. C'est faire le meilleur usage de son intelligence. C'est se libérer de son immédiateté, se libérer de son émotivité. Voilà pourquoi le pharaon prenait un soin particulier à expliquer avant toute chose qu'il était le premier des scribes. Et le statut des scribes n'était pas rien en Égypte antique, je le rappelle. Le dieu Thoth, c'était d'abord, donc le meilleur des dieux, si je puis dire, le Zeus du panthéon égyptien, était le dieu de l'écriture et du savoir. Et de l'organisation, de la perfection, de l'élévation. Et là aussi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je suis personne. Effectuez vos recherches. Effectuez vos recherches. Vous tapez scribe, vous regardez Internet, vous êtes dans les bibliothèques, vous verrez, vous verrez. Et le scribe, c'est donc la culture de l'écrit. Mais pas n'importe quel écrit. Parce que très vite, c'est ce qu'on appellera plus tard le langage soutenu, c'est-à-dire le langage du concept, le langage de la rationalité. Et cette culture de l'écrit, donc du langage rationnel, il est passé de l'Égypte, ensuite, il a eu des répercussions dans la Grèce antique. Ça a donné Platon, Socrate, c'est-à-dire le miracle, ce qu'on appelle le miracle grec. Le miracle grec qui a été récupéré ensuite par la Rome antique, des Jules César et consorts. Et de la Rome antique qui s'est également étendue sur les religions abrahamites, le catholicisme notamment, et ensuite l'islam. C'est-à-dire qu'il y a sans écrit, il n'y a pas de Bible, sans écrit, il n'y a pas de Coran. Cette même culture de l'écrit a ensuite débarqué à la Renaissance. Sans les textes d'Erasme, de Marcille Ficin, de la Pique de la Mirandole et tant d'autres, il n'y a pas de Renaissance. Après, on prolonge même en France avec Montaigne et surtout avec Descartes, discours de la méthode. On dit discours, mais c'était un écrit. Et ensuite, on avance encore, on ne s'arrête pas, on avance encore. 17e siècle. Alors au passage, il y a eu l'Académie française, mais 17e siècle. 18e siècle, siècle de quoi? Ce qu'on appelait les Lumières. Les Rousseau, les Pierre Bayle, les Voltaire, les Montesquieu, les Beaumarchais, tant d'autres encore, ont donné naissance à la Révolution. Révolution d'abord française, et après on prolonge, Révolution industrielle, par le biais, cette fois-ci, des scientifiques. C'était plus des littéraires, plus des politiques, mais des scientifiques, qui eux aussi étaient des fans, des boulimiques d'écriture. Première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle. Ça a même donné lieu à la naissance, comme ça, du positivisme. Qu'est-ce que c'est que le positivisme? C'est la religion de la raison par l'écriture. Oh, Dieu finalement est une hypothèse, disait Laplace à Napoléon lorsqu'il lui a demandé où avez-vous mis dans votre hypothèse, dans votre théorie, où avez-vous mis Dieu? Il a dit non, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Pourquoi? Parce que grâce à l'écriture et à cet outil magique.
Et on arrive au 19e siècle, au 20e siècle. Et ensuite, ça s'est propagé, cette culture de l'écrit qui était réservée à l'élite, et ensuite, c'est démocratisé en Europe. Ça a donné les lois Jules Ferry, enfin en Europe, en France en particulier d'abord, et ensuite en Europe, les lois Jules Ferry pour ce qui est de la France, où le peuple, parce que je rappelle que le peuple français, jusqu'à la fin du 19e siècle, ne parlait pas français, ne maîtrisait pas l'écrit. Il a fallu les lois Jules Ferry et l'intervention de Jean Massé, le général des enseignants, qui a levé une armée de professeurs pour répandre cette culture de l'écrit. Et ça a donné aujourd'hui le monde qui est le nôtre, le monde rationalisé, le monde de l'organisation, le monde de l'anticipation par l'écrit. Vous achetez vous achetez une télévision, vous achetez un canapé, vous achetez un médicament, vous ouvrez la boîte ou le carton, vous avez une notice rédigée en langage soutenu. C'est l'écrit. Vous avez un contentieux, vous portez quelqu'un au tribunal sur la base finalement d'un code civil ou pénal écrit. Vous êtes engagé dans une entreprise ou vous engagez quelqu'un, vous devez signer un contrat, un écrit. Je tiens à vous montrer deux images qui disent tout ce que je viens de dire, qui résument. Une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Regardez, le scribe, vous le voyez, hein? Le scribe, je ne sais pas si on le voit bien. Et hop, regardez ce qui va se passer, tour de magie, tour de passe-passe. Réussir à l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Un enfant avec quoi? Un stylo. Scribe, vous voyez, regardez, hop, 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 hop. Tout est dit. C'est par la culture de l'écrit que tout se joue. Donc quand on analyse bien, avec raison, avec froideur et pas avec nos émotions, on réalise que la civilisation, la grandeur, la force d'un pays se résume à une chose, à l'écrit. Mais pas n'importe quel écrit, l'écrit soutenu. Et il se trouve que la France, en l'espèce, occupe une place toute particulière. Tant il est vrai que la langue française, tenez-vous bien, a obtenu, je ne sais pas si vous le savez, hein, le statut, dès le XVIe siècle, par l'intermédiaire d'un certain Joachim du Bellay, le statut de langue de la raison, c'est-à-dire de langue de l'intelligence. C'est-à-dire dans la culture de l'écrit des écrits, l'écrit le plus sacré, considéré comme le plus fin, comme le plus précis, c'était la langue française. Oui, c'était ça. Et à cela viendra s'ajouter, finalement aussi, un autre paramètre esthétique. Donc en somme, la langue française a été la langue de la raison, de l'intelligence. Rivarol aura cette phrase magique: la langue française suit l'ordre de la raison, là où les autres langues se laissent entraîner par le désordre des passions. Et toute l'aristocratie, toute la noblesse d'Europe parlait et écrivait en français avant de parler les langues locales. De Catherine de Russie à Frédéric de Prusse, tous ils ne juraient que par le français. Pouchkine, Alexandre, qui est le père de la littérature russe, était appelé au lycée le français. Tant il parlait d'abord le français à la maison, et ça lui a permis de restructurer la langue russe. Tout ça, pareil, est vérifiable. Donc c'est l'écrit, et en l'occurrence la langue française. Donc la noblesse à la française, la noblesse d'État, s'est fondée, plus que nulle part ailleurs, sur cet écrit, mais un écrit très rigoureux. Étant donné que de siècle en siècle, des écrivains sont venus chacun ajouter sa touche, sa pierre, pour l'enrichir à tel point qu'aujourd'hui, la langue française, le langage soutenu français, c'est une cathédrale au milieu d'un labyrinthe. C'est extraordinairement complexe, on ne se rend pas compte, et on ne l'enseigne pas à l'école. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est complexe. Si je dis, par exemple, un tout bête, j'ai faim, donc je vais manger. Le donc, la conjonction donc, qui est la conjonction, la déduction, qui est donc la conjonction du raisonnement. Vous savez combien de manières il existe de le dire? Posez-vous la question. Combien de manières, à votre avis? Une, deux? Très très difficile. Alors là, celle-là... Plus d'une dizaine. Par conséquent, par voie de conséquence. C'est la raison pour laquelle a-t-elle enseigne que... Et j'en passe. Je ne vais pas tout vous révéler non plus. Bon, plus d'une dizaine. Où l'enseigne-t-on à l'école? Quelle école? Nulle part. La première des écoles et la seule école où on l'enseigne, c'est à la maison. Mais si à la maison, on n'a pas la chance d'avoir des parents qui ont bénéficié par la lecture de tout ce savoir, toute cette richesse, toute cette complexité, toute cette beauté. On se souvient dans Le bourgeois gentilhomme, Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ouvrage à travers lequel on voit un bourgeois, donc un homme d'argent, qui veut s'élever au rang de noble, mais il lui manque le verbe. Et il a recours à un précepteur qui lui est noble. Et avec cette scène magique, donc la poésie, les métaphores, les mots
qui constituent aussi le langage soutenu à la française, lui sont encore éloignés et il fait tout pour se les approprier. Et c'est aujourd'hui ce qui crée le malheur de la communauté afro, non pas en raison de sa couleur de peau, non, mais en raison du fait que compte tenu de son passé récent, esclavage, colonisation, elle a eu accès à la liberté, si je puis dire, par le plus bas niveau, le niveau des ouvriers, et elle ne s'est pas jetée à corps perdu dans le seul chemin qui doit lui mener vers le langage soutenu, donc vers l'élévation et vers la noblesse, vers les statuts dominants, à savoir la culture de l'écrit. Résultat, elle n'a que 300 mots, au maximum 600 mots, le wesh-wesh en France, le slang aux États-Unis, au Brésil, c'est la même chose. Et c'est un cercle vicieux, d'autant plus que les héros, ceux auxquels on s'identifie majoritairement, qui incarnent une réussite, c'est par le corps, donc les sportifs ou les chanteurs, donc ceux qui ont un don bien spécifique, et on délègue, on dénigre tous les autres métiers qui pourtant pourraient nous offrir un statut confortable, médecin, journaliste, architecte, donc on ne se focalise pas là-dedans, on ne se retrousse pas les manches. À tel point qu'aujourd'hui, un afro qui s'exprime correctement face aux autres sera perçu comme un blanc, un bounty. Ça, je l'ai déjà eu à le dire, mais c'est factuel. Pourquoi? Parce qu'on a été éloigné de la sève qu'avait mis en lumière un certain nombre de nos ancêtres pharaoniques, la culture de l'écrit, ce secret-là. Et moi aujourd'hui, parce que beaucoup m'ont posé la question, ce que je parviens à faire, c'est à permettre à un maximum de personnes, et à condition qu'ils s'en donnent les moyens, qu'ils s'investissent, qu'ils aient de l'énergie, eh bien d'accéder à ce langage soutenu, à ce langage secret, à cette clé qui ouvre la porte du monde des dominants, de la domination de soi, c'est-à-dire par la rationalité, le raisonnement, la domination de ses émotions, le langage affectif est très, très important, la domination sociale, vous forcez le respect par la maîtrise de l'ironie, par la maîtrise des négociations, par la maîtrise de la conviction, de la persuasion, de la rhétorique, par la maîtrise aussi d'un jargon bien propre à tel ou tel champ d'activité. Et, par extension, en imposant, en tordant le cou des préjugés, étant donné que quand on a un afro, qu'on maîtrise le langage, finalement, on ne peut plus être perçu comme idiot, arriéré, non. De fait, dans l'instant, on force le respect au même titre qu'une Christiane Taubira à l'Assemblée nationale, qui a mis tout le monde d'accord, jusqu'aux opposants les plus opposés. Son allocution se transforme en cours de littérature. Elle cite Léon Gontran Damas. Christiane Taubira a ému l'Assemblée et elle l'a souvent fait rire, parfois aux dépens de ses détracteurs. Dès qu'elle parle, il y a une telle force qui se dégage que ça doit être très déstabilisant pour ceux qui essayent de la secouer. Aujourd'hui, même ses plus grands détracteurs lui reconnaissent de nombreuses qualités. Standing ovation, elle a transformé l'Assemblée nationale en standing ovation. Grâce à quoi? À son verbe haut, soutenu et poétique. Et ce verbe haut qui vient d'où? De l'écrit. Alors tout ce que je dis là, moi, comme je dis toujours, la vérité se prouve et se vérifie. Moi, ma mission, c'est de permettre à un maximum d'afro d'avoir accès à ce statut de dominant, de noble, par le langage soutenu. C'est pour cette raison, je suis en plus d'être écrivain, formateur. Je transmets par le biais d'une méthode fondée en 12 ans. Je transmets les clés. Et ça fait maintenant 3 ans et demi. Et les résultats, si le mot miracle a un sens sur Terre, je peux vous dire que les résultats sont miraculeux. Je suis la formation de M. Ludovic Herman Wanda sur la maîtrise du verbe depuis 1 mois. Avant de commencer cette formation, mes attentes étaient d'apprendre à m'exprimer avec plus de rigueur et d'éloquence, notamment dans le cadre de mes études d'architecture où je suis souvent amenée à présenter des projets à l'oral. Ces premières séances ont été bien au-delà de mes attentes, dans la mesure où M. Wanda livre une méthode extrêmement efficace et logique qui m'a permis d'accéder à une toute autre dimension du langage. J'ai accepté de prendre part à cette formation en traînant des pieds, n'appréhendant pas à l'instant en quoi cette formation serait un avantage. Et au final, cette formation s'est avérée être une réelle révélation pour moi, dans la mesure où elle m'a permis, moi, déjà de disposer des outils qui me servent au jour le jour dans mon quotidien, et surtout, elle me permet, moi, de mieux structurer ma réflexion et mes pensées, chose qui était assez délicate et difficile à entendre. Avant de découvrir M. Herman, j'étais une personne timide, une personne qui manquait de confiance en elle face aux autres, une personne qui manquait de vocabulaire. Je suis très contente de cette formation et je la recommande. Même moi, je me dis pourquoi je ne l'ai pas faite avant. En même temps, je ne savais pas du tout qu'elle existait. Et je suis très contente et pour moi, c'est une vraie bénédiction. Je suis actuellement à la formation de Ludovic Herman Wanda
à savoir la maîtrise du verbe. Cette formation m'avait été recommandée, pour ne pas dire fortement recommandée par une amie. Eh bien, je dois admettre que j'étais très satisfait de constater des résultats au bout d'1 mois de formation. Et bien évidemment, accompagné d'un travail de révision assez intense en parallèle. Étant donné que Ludovic Herman Wanda partage avec nous, je dirais, 2 dimensions. D'un côté, la dimension purement rationnelle, autrement dit, toute la partie psychologique, les structures des phrases, les différentes expressions, les différentes règles, etc. Et puis d'un autre côté, la dimension purement émotionnelle, l'empathie, la communication non violente et tout ce qui s'ensuit. La conjonction de ces 2 dimensions donne des résultats assez surprenants. En d'autres termes, si tant est que vous désirez mieux habiller vos propos et vos argumentations, en plus de gagner en force de raisonnement, eh bien cette formation est pour vous. Je souhaite fortement remercier Ludovic Herman Wanda pour sa formation du verbe qui me conduit à pas vers l'excellence. Je suis émerveillée par cette formation. J'ai pu passer à l'action très rapidement en confrontant mon langage à des confrères aussi bien qu'à une clientèle d'ingénieurs, d'enseignants, de médecins, j'en passe. En un mot, l'objectif est atteint, et voire même dépassé, pourvu que l'on s'y consacre quotidiennement. Je recommande cette formation à tous ceux qui veulent s'élever. Je ne peux que dire merci Ludovic. Je suis une formation actuellement avec Ludovic Herman Wanda depuis 3 mois. J'ai constaté en fait que cette formation m'a permis d'asseoir ma légitimité au niveau professionnel, dans mes rapports en fait avec mes clients et surtout dans la recherche en fait de nouveaux clients. Je remercie énormément Ludovic Herman pour sa patience et pour sa formation. Maintenant, si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans et que compte tenu des activités multiples, vous travaillez trop, vous aimez trop les jeux vidéo, vous avez trop de retard, vous ne pouvez pas vous plonger dans une lecture effrénée parce que vous avez accusé un retard trop conséquent, vous avez de la chance. Ma formation, moi, c'est en quelques semaines, quelques mois, en fonction de vos niveaux initiaux, votre investissement, que vous pouvez accéder au langage soutenu. Je pense en être la preuve. Moi, j'ai grandi au milieu des cafards, au milieu des courses-poursuites, comme les jeunes à Grigny qui jettent des pierres et qui, plutôt que d'aller dans les bibliothèques parce qu'ils n'en ont pas conscience, Booba leur dit de caillasser et de dire « fuck la police », eh bien, ils n'en ont pas conscience. Donc, moi, j'étais cela. Voici Ludovic filmé alors qu'il était en pleine révolte, en pleine violence. À cette époque, j'étais totalement mort, mon esprit était totalement enfermé dans ce qu'on appelle l'identité ghetto. Je sais, aujourd'hui, comme on dit, pour connaître une maladie, il faut consulter l'ancien malade. Et il se trouve qu'en plus d'avoir été ancien malade, je suis devenu médecin. J'ai appris la médecine linguistique. Et pour couronner le tout, j'ai élaboré un remède. Alors, c'est pas un remède version Covid qui fait froid dans le dos, dont on a peur, on n'a pas suffisamment de recul. J'ai 4 ans d'expérience, maintenant 3 ans et demi. Et c'est d'ailleurs même pour cette raison que le premier cours, si je puis dire, est d'une certaine façon, est offert. Parce qu'à partir du premier cours, je vous donne un aperçu de l'importance des conjonctions, comment ça structure la pensée, ça permet justement d'avoir une possession sur sa raison, comment vous pouvez aussi accéder à la maîtrise de vos émotions. Il y a tellement à dire. Donc à la question, pourquoi sommes-nous les derniers? C'est tout simplement parce que nous n'œuvrons pas suffisamment, nous n'utilisons pas assez notre intelligence. Nous ne sommes pas les moins intelligents, nous sommes ceux qui utilisent le moins leur intelligence. Et pour utiliser le mieux son intelligence, ça passe par l'écriture, laquelle elle-même réclame la lecture. La lecture étant la musculation de l'esprit. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère ne pas avoir été trop obscur. Tout ce que je le dis a même été incarné à travers une phrase. Les limites de mon langage sont les limites de ma pensée. Les limites de mon langage sont les limites de ma pensée d'un certain Ludwig Wittgenstein, qui a révolutionné la philosophie. Ludwig Wittgenstein, qui est au-dessus des Kant, au-dessus des Descartes, au-dessus des Nietzsche, au-dessus de tous. Début du XXe siècle, cercle de Vienne, révolution linguistique, il a posé cette phrase, il est parti se coucher, il a mis tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce que le développement linguistique et le développement intellectuel vont de pair. Donc là où on dit l'Africain a un QI inférieur, c'est tout simplement parce qu'il maîtrise moins le langage.
Il y a l'effet Flynn qui en atteste. L'effet Flynn, c'est une étude aussi, pareil, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, qui met en parallèle la diminution du QI, y compris en Europe, et qui met en parallèle avec la diminution de la maîtrise du langage complexe, c'est-à-dire du langage soutenu, en raison des télécommunications, des textes et autres. On utilise moins la syntaxe, on utilise moins un certain nombre de termes, on se limite aux phrases courtes et donc moins nuancées, par conséquent moins argumentées, et ça diminue la puissance de ton cerveau, étant donné que le cerveau, lui, est un muscle qui nécessite des efforts, au même titre qu'un sportif. S'il fait moins d'exercices à l'entraînement, en match, il sera moins performant, y compris s'il s'appelle Ronaldinho, tout le monde le sait. Le génie est un long travail. Le génie, c'est un tonneau de sueur. Ce n'est pas juste un don qui vient du ciel. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand d'autres vont essayer d'aller manifester et dire il faut renverser la table du capitalisme, du libéralisme, je dis non. Non, non, l'élévation de soi, la prise en possession de ton destin individuel avant que cette prise en possession soit collective, se perd par la maîtrise du langage soutenu. Si vous voulez vous imposer face à votre manager, si vous voulez vous-même monter en compétence, devenir manager, si vous voulez vous imposer face à un banquier qui doit mettre des jetons dans votre projet, si vous voulez bien éduquer vos enfants, si vous voulez comprendre votre femme ou comprendre votre conjoint, ou vous faire mieux comprendre, ça passe par la maîtrise du langage soutenu, la syntaxe, le langage affectif, les verbes robustes, la litote, et tout le reste, Donc moi, je suis là pour vous, au-delà de mes formations. Je continuerai à faire les vidéos, évidemment, pour vous donner des éléments de réflexion, d'élévation, parce que nous ne sommes qu'au début.